Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de Wise. Si vous suivez Courir Mieux depuis plusieurs mois, vous savez que ma collaboration avec cette marque ancienne n'est pas nouvelle. Utilisateur de leurs produits depuis longtemps et à travers de nombreuses aventures comme ma traversée des 7 merveilles de Chartreuse, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous en parler en tant que partenaire de cet épisode. Depuis 2019, Wise m'impressionne par leurs engagements écologiques forts et leur circuit de production court entre France, Italie et Portugal, tout ça sans le moindre compromis sur la technicité de leurs produits qui atteint toujours des sommets. J'adore par exemple leur veste imperméable Black Shell 3 qui me protège en montagne quand les conditions se dégradent et leur short Sherpa Max dont le portage me permet d'emmener tout ce dont j'ai besoin durant mes trails. Je vous invite à parcourir leurs produits sur le site wisetrailrunning.com, vous ne serez pas déçus. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons faire suite à l'épisode de la semaine dernière sur l'alimentation pendant un entraînement ou une compétition de trail, d'ultra trail ou de running. Maintenant que vous avez en tête les meilleures recommandations sur ce sujet, publiées par des experts internationaux travaillant quotidiennement sur ces questions, je vous propose d'aller plus loin. Ici, j'ai à nouveau fait appel à Julien Louis, chercheur sur la thématique et nutritionniste de l'équipe cycliste professionnelle Décathlon AG2R et du Paris FC. Son expertise va nous permettre d'encore mieux comprendre les apports optimaux en endurance et comment les atteindre facilement. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, le bon carburant, partie 2. Julien, on se retrouve pour cet nouvel épisode où cette fois on va parler d'un épisode différent. Ensemble, on a déjà eu un moment d'échange où on a discuté de comment s'alimenter au quotidien quand on pratique un sport d'endurance comme le trail, l'ultra, la course à pied. Et là, on va s'intéresser plutôt à comment s'alimenter pendant un entraînement et pendant une compétition, puisque je pense que c'est presque ce qui intéresse le plus les gens, quoi manger pendant une compétition. La première question que je voulais te poser, parce que je pense qu'on va être amené à utiliser ces deux termes dans le cadre de l'épisode plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que c'est qu'un apport exogène ou un macronutriment exogène et endogène? Parce que ça, c'est peut-être pas très clair et ça va être, je pense, utile pour la suite. Ok, ouais, ça marche, c'est assez simple. Un apport macronutriments, alors ça va être principalement les glucides à l'effort qui vont être apportés. Exogène, du coup, ça va être un apport glucidique que l'on va ingérer pendant l'exercice. Donc, souvent, les produits de l'effort sont des boissons énergétiques, des bars, peut-être des gâteaux de riz ou semoule, ou des gels notamment qu'on peut ingérer durant l'effort. Donc ça, ce sont des apports glucidiques exogènes. Et les réserves plutôt endogènes, parce qu'on ne parle pas trop d'apport endogène, mais plutôt de réserves endogènes. Ce sont nos réserves d'énergie. Donc là, ce sont les glucides qui sont stockés dans notre organisme sous forme de glycogène et nos réserves de graisse, donc les lipides qui sont stockés sous forme d'acides gras dans notre sang ou sous forme de tissu adipeux, donc triglycérides autour de nos organes, autour de nos muscles. Donc c'est ça la principale différence entre sources exogènes et endogènes. Endogène, c'est quand on fait appel directement à ses réserves. Endogène, c'est ses propres réserves énergétiques. Mais donc, par exemple, si je mange quelque chose de gras pendant un effort, c'est un apport exogène de lipides, c'est ça? De lipides. Ouais, ok, exactement. très bien, c'est super clair. Autre question vraiment pour commencer, pour placer les bases. En trail, selon toi, alors peut-être qu'on va devoir dissocier parce qu'en trail, en fait, les efforts peuvent aller, en cyclisme également, hein, mais les efforts peuvent aller de 1 heure, par exemple, à 48 heures pour des personnes qui vont faire des ultras et qui sont parmi les derniers finishers. Un UTMB, les derniers, ils sont en 44-45 heures. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans toutes ces circonstances-là, selon toi, quelles seront les principales sources d'énergie à l'effort? Alors c'est intéressant, il faut commencer par se poser la bonne question. Quelle est la contrainte énergétique de l'activité? Toujours, avant de vraiment parler de nutrition. Qu'est-ce qui est contraignant, c'est-à-dire à quelle va être la durée? Donc tu l'as dit, ça peut être variable plus ou moins. Et surtout, quelle va être l'intensité? Là, c'est l'intensité qui va être importante et qui va définir le type de carburant utilisé à l'effort, ou le type de source énergétique. Donc, est-ce que ça va être peut-être des glucides et des lipides? Ce sont les principales sources d'énergie à l'effort. Et il y a un petit peu les protéines musculaires aussi qui peuvent être utilisées, surtout quand c'est très très long, malheureusement. Parce que l'organisme, les muscles, cherchent à prendre plus d'énergie et donc ils trouvent l'énergie également un petit peu dans les protéines musculaires. Donc on va utiliser nos propres acides aminés. Donc clairement sur les efforts de quelques heures,
ça va être le glycogène principalement. Le glycogène au niveau musculaire et hépatique. Souvent, quand c'est assez court, donc là je parle de 2-3 heures, l'intensité est supérieure. Donc pour des intensités supérieures, le carburant privilégié de la performance, c'est principalement le glycogène. Le glycogène est rapidement mobilisable et surtout c'est un carburant qui est qui a un bon rendement. Il est efficace comparativement aux graisses. Donc ça va être le glycogène en priorité. Il y aura toujours une petite utilisation de lipides, mais dans une proportion assez faible. C'est impossible de vous donner un pourcentage parce que ça dépend de plein de paramètres, mais ça va être plutôt une prépondérance du glycogène utilisé, donc la forme de stockage du glucide, qui va être utilisée principalement pour des exercices de quelques heures. Sur des trails beaucoup plus longs, au-delà de 3-4 heures, et donc, comme tu l'as dit, ça peut durer jusqu'à 48 heures. Alors là, oui, il y a d'autres substrats ou d'autres carburants qui vont être utilisés. Donc toujours pareil, le glycogène va être important. Typiquement, dans les premières heures d'effort, ça va être le glycogène, pareil. Parce que normalement, on parle de bonne alimentation pré-exercice, notamment si on mange bien pré-exercice, on devrait démarrer la compétition avec des réserves de glycogène pleines. Donc, des bonnes réserves énergétiques. Donc, durant les premières heures, le coureur va utiliser principalement ses réserves de glycogène. D'autant plus s'il est entraîné, s'il fait un départ rapide. On voit par exemple, j'ai vu moi, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de suivre un ultra-trailer, c'était intéressant, c'était assez nouveau pour moi. Et il me disait, le départ du TMB, à leur niveau, ils sont à 17 km/h dans les rues de Chamonix, ils sprintent presque. Donc là, typiquement, c'est une situation où c'est que du glycogène qui est utilisé. Et ça va perdurer pendant les premières heures de l'effort. Et puis progressivement, l'intensité va diminuer. Et donc là, il va y avoir un shift progressif vers une utilisation plutôt lipidique. Donc les réserves de graisse qui vont être utilisées, les acides gras libres, qui vont être utilisés de plus en plus et qui vont un petit peu forcer le coureur à diminuer l'intensité. Ça va se faire de manière naturelle, progressive, parce que les graisses constituent un carburant qui est beaucoup moins efficace, avec un rendement inférieur comparativement aux glucides. C'est-à-dire que plus d'oxygène est utilisé pour aller oxyder 1 gramme de graisse que pour aller oxyder 1 gramme de glucides. Donc on parle de carburant qui est beaucoup moins efficace. Néanmoins, on a des réserves illimitées. Donc ça va permettre de poursuivre son effort pendant de nombreuses heures, voire des dizaines d'heures. Et je l'ai mentionné un tout petit peu avant, progressivement, plus l'effort va être long, plus on va aller taper un petit peu malheureusement dans ses propres protéines musculaires. Donc là, on va aller dégrader des acides aminés. Et là, on parle d'une dégradation, souvent c'est enregistré. Alors c'est peu étudié, mais les principales études qui ont étudié ça, c'est de l'ordre de 5 grammes de protéines musculaires utilisées par heure d'effort. On a un petit catabolisme qui s'opère pendant l'effort, une petite fourniture énergétique de quelques pourcents par rapport à la fourniture énergétique totale qui vient de nos propres protéines musculaires. Mais, pour terminer cette introduction à cet épisode, mais même si on va taper dans nos réserves en protéines et en lipides, parce qu'on a un peu diminué celles en glucides, eh ben on va quand même apporter des choses extérieures pour moins taper. Ça va être correct ce que je dis, pour moins taper ou pour limiter à quel point on doit ralentir? L'idée, c'est de manger dès les premières heures d'effort, de s'alimenter, d'apporter des glucides du coup de manière exogène. Barres, boissons énergétiques, gel, etc. Dès les premières heures d'effort et ne pas attendre pour essayer de préserver ces réserves de glycogène le plus longtemps possible au cours de l'effort. Essayer de moins taper dedans parce qu'on a un apport exogène et donc on apporte du sucre à l'organisme. On essaye de maintenir notre glycémie stable pour apporter ce sucre aux muscles actifs ou en tapant moins dans les réserves de glycogène. Donc la stratégie en course, en effet, elle est capitale pour cet objectif-là, qui est de maintenir ces réserves de glycogène le plus longtemps possible, ou pas maintenir, mais faire en sorte que l'épuisement des réserves se fasse le plus tardivement possible. C'est typiquement le meilleur exemple pour ça, c'est le marathon en fait. On parle du mur du marathon, le mur du marathon coïncide à l'épuisement des réserves de glycogène. Il y avait un papier, je ne l'ai pas cité dans la revue de littérature, mais qui montrait que le niveau de fatigue perçu était corrélé au stock de glycogène avec une corrélation qui était super élevée dans mes souvenirs, avec quelque chose à 0,80, 85. Aussi, en effet. En effet. Maintenant que cette base est posée, on va pouvoir un peu discuter de quoi apporter, puisque les stocks, on les a, donc on va peut-être plutôt discuter de quoi apporter pour optimiser tout ça.
La première question que je voulais te poser, ça va concerner les calories. Il existe sur le marché des acteurs de nutrition sportive qui mettent en avant régulièrement, par exemple, la quantité de calories que leurs produits apportent à l'organisme. Et ça me posait question parce que moi, j'avais le sentiment, peut-être à tort, que c'était pas pertinent puisque, en fait, on s'en moque de la quantité de calories qu'on va apporter. Ce qui va compter, c'est le macronutriment par lequel on apporte ces calories. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que les calories, c'est important de les regarder? Ou est-ce que la seule chose qui est intéressante à regarder, en fait, c'est les macronutriments qu'on apporte? Oui, c'est ça. En fait, pour moi, ce qui est important à l'exercice, pendant l'exercice, c'est d'où viennent ces calories. Est-ce que c'est plutôt des glucides, des protéines ou des lipides? D'où viennent ces calories? Parce qu'on sait qu'il y a une certaine limite à l'effort, en fait, dans le transport, l'absorption et l'oxydation de ces macronutriments, en fait. Donc, même s'il y a énormément de calories, si ces calories viennent des lipides, par exemple, ou des protéines, ça peut être difficile de les absorber et de les oxyder à l'effort. Donc, ça peut être inutile, ça peut créer de l'inconfort gastro-intestinal. Donc, à l'effort, moi, je raisonnerais pas en termes de calories, mais plutôt, en effet, en termes d'apport en grammes, principalement de glucides, pour faire en sorte d'apporter suffisamment de carburant directement utilisable par l'organisme. Parce que dans ce que tu viens de dire, c'est peut-être ce que je comprends, les autres apports à l'effort, lipides et protéines, ne seront pas utilisés par le métabolisme, les apports exogènes, on va dire? C'est beaucoup plus difficile en fait parce que ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Les protéines sont des grosses molécules qu'il va falloir scinder. Donc l'effort de digestion est beaucoup plus important. De la même manière avec les lipides, c'est beaucoup plus difficile d'absorber, d'oxyder aussi les lipides à ingérer. Sur un effort, ça met beaucoup plus de temps. Donc clairement, ingérer des lipides à l'effort, c'est pas recommandé parce que c'est beaucoup plus difficile. Alors peut-être que sur des efforts très très longs, ça peut être pertinent, mais j'en doute. Il y a eu quelques études sur l'ingestion de lipides exogènes. Notamment, ils appelaient ça des lipides à chaîne moyenne. C'est des lipides un peu transformés, un petit peu moins longs, donc des molécules un peu moins grosses, moins d'atomes de carbone, pour essayer de faciliter la digestion. Et dans toutes ces études-là, enfin les quelques études, ils reportaient des troubles gastro-intestinaux importants. Donc ces stratégies, je pense, qui ont été un petit peu abandonnées. Je sais pas si des gens font toujours ça sur le terrain, mais pour moi, c'est pas très pertinent. Moi, pendant l'exercice, ça doit rester surtout des glucides. Peut-être si c'est très très long, on peut ajouter un petit peu de protéines. Par contre, le risque avec l'apport de protéines, c'est de pas bien les digérer une fois de plus, notamment si on est déshydraté. Et donc, voilà, il faut faire attention, ça va vraiment dépendre de l'intensité de l'effort. Alors du coup, ça rejoint ce que tu viens de dire, ça rejoint avec deux questions que j'avais prévu de te poser un peu plus tard, donc je saute directement dessus. Le papier de Tiller et al. Qui parle également des protéines et des apports pendant un exercice, ils mettent en avant que, par exemple, pendant un ultra-trail qui peut durer 24, 30 heures, 40 heures, 48 heures, la Diagonale des Fous, je crois que les derniers, ils sont en 50, 55 heures, donc c'est super long. C'est énorme. Ouais, c'est super long. Ils disent qu'il peut y avoir des risques à se priver complètement de protéines pendant cette durée-là et de pas du tout en consommer. Est-ce qu'on a des infos un peu là-dessus sur le fait de se priver ou de pas du tout apporter de protéines pendant 24 heures par exemple, d'efforts, parce que si je vais faire une course, là, moi, ça va durer 20 heures facile. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. C'est difficile de dire précisément ce qui se passe. Bon, il est clair que très probablement, quand on arrête de manger des protéines, il y a une fonte musculaire qui s'opère, une dégradation importante. Peut-être qu'on est plus sujet également aux dommages musculaires. C'est très probable, hein, ça semble logique. J'ai pas la littérature en tête, mais ça a probablement été étudié, ça. Donc c'est clair. Par contre, voilà, chez ces personnes-là qui courent en 40-50 heures, l'intensité, j'imagine, elle est très très faible. Ouais. Il y a beaucoup de marche. Donc eux, clairement, ils peuvent manger des protéines. Ils peuvent manger des protéines de manière régulière parce qu'ils pourront les digérer, en fait. La digestion ne sera pas un problème à ces intensités-là. Par contre, quand on court du début à la fin sur des intensités assez importantes, la digestion peut être quand même un facteur limitant. Donc je dirais que les premiers qui vont assez vite, eux, je ne pense pas qu'ils mangent beaucoup de protéines, ou vraiment à peine un peu. Par contre, pour les autres, je pense que oui, ils peuvent plutôt se tourner vers une alimentation, je dirais, un petit peu plus normale, avec quand même des apports en protéines. Ouais, et puis ça va dépendre, c'est comme tu dis, ça va dépendre de l'intensité, c'est pas forcément en course ou pas, mais parce que tu peux marcher en montée et être à 150 BPM, donc, mais ça va... Le marqueur, je pense, l'indicateur clé, ça va être l'intensité en fait de l'exercice que tu es en train de réaliser. Il y a des fois une croyance qui me surprend beaucoup, mais j'ai pas la littérature. Toi, tu la connais certainement. Il y a une croyance que consommer des protéines pendant l'exercice peut limiter les dommages musculaires ou peut
aider à réparer les muscles. C'est peut-être deux choses qui sont très différentes. Est-ce que toi, tu sais quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y en a un qui est vrai, l'autre pas trop? Est-ce qu'on a un peu plus d'infos? Limiter les dommages musculaires, non. Les dommages musculaires, c'est quelque chose de mécanique. C'est un étirement accentué des fibres musculaires. Donc je vois pas comment apporter des protéines via l'alimentation pendant l'effort, ça peut limiter ce processus mécanique-là. Peut-être ça peut contribuer à récupérer un petit peu, mais on sait que la récupération musculaire, elle prend des heures, voire des jours. Une fois de plus, moi j'ai du mal à y voir un intérêt. Je ne connais pas la littérature sur le sujet, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses là-dessus, sur des apports protéiques pendant l'effort et les effets que ça peut avoir. Ça doit être très difficile à mesurer également, je vois pas comment on peut le mesurer directement pendant l'effort. Souvent, voilà, là, ce qu'on fait pour étudier la récupération musculaire, c'est on l'étudie dans les heures qui suivent l'effort et même les jours qui suivent l'exercice, parce que ça prend du temps, les synthèses protéiques. C'est pas des choses qui se font tout de suite. Donc, ouais, une fois de plus, je vois pas l'intérêt. En tout cas, ça doit pas représenter pour les sportifs peut-être un focus premier de consommer des protéines pour non, une fois ça de va plus, pas réparer. Le focus doit être sur les glucides. Les glucides et bien s'hydrater aussi, bien sûr. Et bah du coup, on a un peu dit que les lipides c'était pas forcément important, c'était pas important durant l'exercice. Les protéines non plus, en tout cas pendant. Donc, je te propose qu'on passe déjà un peu plus sur le rôle des glucides. Dans la partie précédente de l'alimentation au quotidien, tu as soulevé un point qui m'intéresse beaucoup, à savoir celui des index glycémiques qui ne comptent peut-être pas durant l'exercice. Qu'au final, tu manges un indice glycémique bas ou haut, tu as à peu près la même réponse. Est-ce que tu peux redévelopper un peu là-dessus? Ça m'intéressait vraiment. Ouais, en fait, c'est très difficile de savoir ce que deviennent ces indices glycémiques pendant l'effort. L'intensité de l'effort peut perturber la réponse en termes de glycémie et également de production d'insuline. Donc voilà, il est très difficile de savoir. Également, quand on prend une boisson énergétique avec un certain indice glycémique, plus une barre avec un autre indice glycémique, plus un gel peut-être avec un autre indice glycémique par heure d'effort, comment ces différents indices glycémiques se comportent ensemble en fait. C'est là une question qu'on se pose. En plus, dans un milieu acide tel que l'estomac, il est très probable honnêtement que tous ces indices glycémiques s'annulent et perdent au final de leur efficacité peut-être ou leur pertinence. Voilà, une fois de plus, c'est des choses qui sont difficiles à mesurer, mais voilà, ça semble assez logique de se dire comment est-ce qu'on arrive à contrôler de manière précise le devenir de cet indice glycémique une fois ingéré, et surtout avec la quantité et le nombre d'éléments qui peuvent perturber la réponse. Voilà, moi ça me questionne beaucoup et je me dis finalement, est-ce que ça vaut le coup d'être aussi précis? Personnellement, je pense pas. Parce qu'en fait, tu vois, typiquement, si je prends des exemples très éloignés, tu as une maltodextrine qui peut être avec un indice glycémique qui peut être dans les 100 ou 105 ou quelque chose comme ça. Ça peut même des fois dépasser les 100 de ce que j'avais vu dans certains papiers. Tu vas avoir d'autres sucres, si je prends un autre extrême, des sucres complets, un peu du sucre en poudre, de la rapadura, des trucs comme ça va être beaucoup plus bas. Mais en fait, peut-être qu'on s'en moque à l'effort. En fait, à l'effort, ce qu'on observe, c'est que la réponse... le taux de sucre dans le sang suite à l'ingestion d'un produit énergétique, quel qu'il soit, elle a tendance à être comment dire, lissée. On a un peu tout le temps la même réponse parce que la production, comment dire, la régulation de la glycémie, elle est aussi liée à l'exercice en fait. À l'exercice et à la manière dont on va utiliser le glycogène et est-ce que notre foie va intervenir également en fonction de l'intensité. Donc peu importe ce qu'on ingère, on observe un petit peu un plateau de glycémie, ça bouge pas beaucoup durant l'effort. Ok, super clair. Quand on parle des apports en glucides, il y en a trois qui reviennent surtout dans la littérature, enfin dans les aliments. J'ai l'impression, il y a glucose, fructose et maltodextrose, si je me suis pas trompé. Les maltodextrines, ouais. Maltodextrine, c'est un petit peu les trois sources, j'ai l'impression. Et on entend souvent parler d'un ratio optimal entre glucose, maltodextrine d'un côté, et fructose de l'autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce ratio? À quoi est-ce qu'il est dû, ce ratio optimal, et qu'est-ce qu'il est? C'est quoi ce super ratio? Ouais, donc en fait, premièrement, ça vient de l'évolution des recherches en nutrition du sport. Pendant longtemps, on pensait que l'absorption des glucides à l'effort, elle était limitée à 60 grammes par heure, que 60 grammes de glucose par exemple par heure. Pendant longtemps, on a pensé ça. Et puis avec les recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait aller plus haut. On pouvait aller jusqu'à 90 grammes par heure en termes d'absorption. Et puis, même de nos jours, là, ces dernières années, on s'est rendu compte que on pouvait monter jusqu'à 120 grammes par heure. Et de manière anecdotique, je connais des sportifs qui vont encore plus haut, qui vont à 140, 150 grammes par
Donc ça, c'est lié aux différents types de sucre qu'on peut assimiler à l'effort. Et donc notamment glucose, fructose, maltodextrine. Il y a d'autres sucres aussi. Isomaltulose, palatinose, il y en a plein. Avec des compositions un petit peu différentes. Donc les industriels se sont intéressés à ça en suivant en parallèle les travaux de la science qui ont montré qu'au final, on avait tout intérêt à combiner différents types de sucres ensemble pour faciliter leur absorption au niveau intestinal. Donc on a différents transporteurs au niveau intestinal, des transporteurs de glucides, on a des transporteurs au glucose, des transporteurs au fructose aussi, des transporteurs au galactose. Donc c'est différents canaux qui permettent de faire passer plus ou moins de sucre dans la circulation sanguine. Donc les maltodextrines et le glucose utilisent les mêmes transporteurs. Que l'on ingère du glucose ou des maltodextrines, c'est pareil. Par contre, le fructose va mobiliser d'autres transporteurs. Donc souvent dans les boissons, notamment, vous verrez, c'est soit un ratio, enfin une combinaison de glucose-fructose, soit une combinaison de maltodextrine-fructose. C'est souvent ça. Et donc les premières études ont montré que ce serait plutôt un ratio de 2 pour 1. Donc 2 doses de glucose pour une dose de fructose, genre 60 grammes glucose, 30 grammes fructose, pour atteindre les 90 grammes par heure. Et puis maintenant, voilà, une fois de plus, grâce aux travaux de la science, les industriels ont trouvé d'autres formulations, avec plutôt des ratios de 1 pour 0,8. Il y en a d'autres en ce moment qui sont en train de proposer d'autres ratios, avec des effets à peu près similaires en termes d'absorption et d'oxydation. Donc, on n'en est pas trop sûr de ce ratio. Qu'est-ce qui est optimal? On ne sait pas trop. On sait qu'il faut quand même toujours un peu moins de fructose que de glucose ou maltodextrine, parce que le fructose, c'est un peu plus dur à assimiler. On est quand même un petit peu plus limité. Ça passe par le foie pour être ensuite transformé en manière simple sous forme de glucose et ensuite être utilisé au niveau des muscles. Donc il y a cette étape, cet intermédiaire foie qui demande un peu plus d'énergie, un peu plus de temps. Donc un petit peu moins de fructose quand même que les autres sucres. Par contre, le ratio idéal, on n'en est pas trop sûr. Je pense que ça va encore être amené à évoluer. Pour l'instant, on est 2 pour 1 ou 1,08. Donc en tout cas, entre ces deux fourchettes, on ne devrait pas trop se tromper. Si un athlète veut regarder, il ne devrait pas trop se tromper s'il est entre ces deux. Voilà, normalement, si on prend une boisson du commerce classique, elles sont quand même bien formulées, quasi toutes maintenant. Elles suivent ces recommandations-là et on peut leur faire confiance. Il y a une chose que tu as dit qui me permet une mini-question et la transition vers un point vraiment important que je voulais aborder avec toi dans cet épisode. Tu viens de dire que tu connais des sportifs qui vont à 120 à 140 grammes de glucides par heure. Est-ce que chez eux, ça engendre une réelle différence? Par exemple, consommer 100 grammes versus 120 grammes par heure de glucides, est-ce que ça va réellement engendrer une différence sur leur performance ou pas? Ouais, donc en fait, clairement, pour des intensités élevées, ça engendrera une différence, bien sûr, en termes de performance. Typiquement, enfin, idéalement, quand on est sportif, plus on arrive à manger, mieux c'est, plus on aura d'énergie, pour ne pas aller trop taper dans ces réserves de glycogène et les préserver peut-être pour plus tard durant l'effort, peut-être pour un sprint final, pour une dernière heure d'effort. Et aussi pour permettre peut-être d'oxyder encore plus de glucides à l'effort, pour fournir encore plus d'énergie, pour créer encore plus d'ATP et favoriser une bonne contraction musculaire. Il faut bien garder ça en tête. Souvent, pendant très longtemps, les gens ils étaient sûrs il faut pas trop manger à l'effort. J'ai l'habitude de pas beaucoup manger, j'arrive pas à beaucoup manger, mais plus on arrive à manger, mieux c'est. Potentiellement, plus on pourra courir vite. En fait, encore faut-il bien le tolérer et faut-il entraîner ses intestins à le faire. Mais il y a des vraies différences et ça a été montré. Commencer l'effort avec des réserves de glycogène pleines, premièrement, ça permet d'obtenir de bonnes performances. Et après, moi, je m'en rends compte sur le terrain. Le lien entre consommer des glucides à l'effort et la performance, il est marqué. Alors je sais qu'il y a peu d'études qui le montrent et on se questionne sur un possible effet placebo. Et peut-être qu'il y a un effet placebo. C'est difficile à mesurer l'effet placebo. Par contre, ouais, moi, il semblerait quand même que de ce que je puisse observer que oui, ça fonctionne bien. Petite pause. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon.
Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Alors ça rejoint du coup la question, le point que je voulais aborder avec toi par la suite. En 2023, il y a une méta-analyse qui est sortie sur 150 papiers qui montrait que consommer des glucides versus ne pas en consommer, c'était mieux. Donc ça, c'était vraiment leur postulat de base. Enfin, leur premier résultat, ils disaient, voilà, glucides versus pas de glucides, c'est mieux avec glucides. Par contre, ce qu'ils montraient, c'était que tu consommes 45 grammes de glucides par heure, 60 grammes de glucides par heure, 90 grammes de glucides par heure, tu avais les mêmes performances. Mais par contre, là où moi je me questionnais, c'est que les durées d'effort max étaient de 3 heures. Or, en trail, en 3 heures, on les atteint assez vite. Est-ce que on peut penser qu'en fait, la dose rentre pas trop en compte quand tu es en dessous de 3 heures, parce que de toute façon, c'est trop court et tes réserves de glycogène, plus de l'apport, tu vas réussir à tenir 3 heures? Ou est-ce que réellement, ça compte pas, en fait, le dosage ne compte pas, il faut juste en manger, et quelle que soit la durée de l'effort, si tu manges 40 grammes, ça ira? En fait, ouais, c'est assez complexe. Hein. Cette méta-analyse, elle a groupé près de 150 papiers, comme tu disais. Et en fait, pour grouper les papiers, il faut répondre à des critères précis, notamment des durées d'effort, des populations, des intensités, etc. Donc, c'est très restrictif comme analyse, en effet. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et pour moi, ça peut donner un petit peu un message erroné, dans le sens où l'intensité de l'effort, une fois de plus, elle est quand même très importante. 3 heures à intensité faible, en effet, manger 40 grammes, 60 ou 90 grammes de glucides peut avoir d'importance, puisqu'il est potentiellement possible, je dirais, il est possible de réaliser l'effort entier, peut-être quasiment uniquement sur ses réserves de glycogène, si l'effort est d'intensité faible. Donc je dirais que c'est pas forcément limitant. Ce sera peut-être un peu plus confortable comme effort en ingérant des glucides de manière régulière. Au niveau de l'effort perçu, peut-être que ce sera plus confortable. En revanche, si l'effort est très intense, on est quasiment sûr qu'au bout d'une heure et demie, les réserves de glycogène vont diminuer de manière drastique. Et là, pour moi, oui, il y a un réel intérêt à continuer à apporter des glucides pour maintenir la glycémie et essayer de maintenir l'intensité le plus longtemps possible. Ça a été observé, il y a des études, notamment sur le marathon. Le marathon, c'est souvent un bon modèle pour étudier ces questions-là, parce que c'est pas trop long non plus, et c'est assez codifié, structuré comme épreuve. Et on a montré une dépendance aux glucides au cours du marathon. On a fait des comparaisons entre apport glucidique sous forme de boisson régulière, prise de manière régulière au cours du marathon, toutes les 15 minutes, ou pas de boisson du tout en fait. Et donc on a montré qu'en maintenant la glycémie, la performance était meilleure. Donc on n'avait pas ce fameux mur, et finalement l'épuisement des réserves de glycogène, on arrivait à aller outre, et on arrivait à maintenir l'intensité de l'effort. Donc voilà, c'est ce que je reproche à ce genre d'études qui simplifie quand même vachement, c'est-à-dire que ça va dépendre de l'intensité principalement en fait, hein. Et également de la durée. En effet, si on court au-delà de 3 heures, on a quand même tout intérêt à continuer à apporter des glucides pour ne pas tomber en hypoglycémie, et essayer de maintenir une intensité d'effort qui soit pas trop faible, je dirais. Je t'avoue que quand ce papier est sorti, moi ce que j'ai observé, c'est des personnes qui sont un peu jetées dessus en disant regardez, ça sert à rien de manger à l'exercice. Déjà en ignorant du coup le premier résultat, le résultat qui disait que manger c'était mieux que pas manger. Et le deuxième résultat, c'était oui, mais la durée d'effort c'est 3 heures max. Il y a pas mal de personnes qui font le marathon en plus que 3 heures. C'est pas des élites, mais c'est quand même des sportifs qui sont là et il faut les prendre en compte. Une étape du Tour de France, par exemple, il y en a beaucoup qui sont au-delà de 3 heures. Et en trail, il y a énormément de courses qui dépassent les 3 heures. Donc, je pense que la durée de l'effort, elle est quand même... La durée de l'effort est très importante, et du coup, c'est lié à l'intensité, en fait. À quelle intensité on se déplace pendant ces 3 heures d'effort, en fait? Si c'est une intensité faible, je sais pas, 50-60% de VMA, par exemple, il n'y a aucun problème, on peut ne pas manger, même. Il y aura très peu de différence, j'imagine, entre 45, 60 et 90. Par contre, dès lors qu'on se met à courir peut-être près du seuil, alors là, c'est pas la même histoire. On va épuiser ses réserves, et il est très probable qu'à partir de 1h30, on ait des difficultés à maintenir l'intensité liées à un épuisement progressif des réserves énergétiques. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue sans rien, et on va réduire l'allure. Soit on continue, et en effet, on essaye de s'aider, de s'appuyer sur des apports exogènes pour maintenir au moins sa glycémie
une bonne fourniture en glucose au niveau de la cellule musculaire. Alors, tu vois, même en dehors de... Pour revenir sur l'intensité, si tu prends le cas de l'Ultra, Kylian Jornet, il gagne l'Ultra en 2022, il gagne l'UTMB en 2022, ouais, et il est en FC moyenne, il est à 142, 143, je crois, de mémoire. Il n'est pas proche du seuil, hein, mais par contre, pendant 19 heures de course, il était à 100 grammes de glucides par poids de corps, si je dis pas de bêtises. Dans mes souvenirs, c'était ça qui était partagé. Ça pas. Et donc, même sans être proche du seuil, 140 BPM, c'est pas hyper haut, mais en fait, 140 BPM pendant 24 heures, bah, c'est pas la même chose. J'ai oublié de te poser une question hyper élémentaire, mais qui est celle que j'ai écrite dans le papier vulgarisé que j'ai fait. La dose de glucides, à peu près, qui est recommandée généralement, c'est quoi? J'ai parlé de 1 gramme par kilo de poids de corps. C'est ça, en tout cas, c'est ce que Tiller Real avançait. Est-ce que tu as 1 gramme par kilo de poids de corps par heure? Ouais. À l'effort, souvent, on raisonne pas trop par kilo, donc en valeur relative, mais plutôt juste par heure d'effort. C'est un peu la même stratégie pour tous, parce que le nombre de transporteurs au niveau intestinal, il est un peu le même pour tous, peu importe si on fait 60 ou 80 kilos. C'est un petit peu pareil. Donc, c'est simplement en grammes par heure. Et donc, on est, oui, en fonction de la durée d'effort sur... si on va courir qu'1 heure, on n'a peut-être pas besoin, ou juste à 30 grammes. Puis après, sur 2 heures, on va plutôt passer à 50-60 grammes par heure. Et puis, dès qu'on franchit les 3 heures, 3-4 heures, on sera plutôt sur du 90 grammes par heure. Et c'est là où on peut essayer d'aller vers du 100, 110, 120 grammes par heure. Parce qu'on a plutôt intérêt, si on est dans un objectif de performance, on a plutôt intérêt à essayer d'aller sur des quantités plus hautes pour fournir plus d'énergie à son corps et peut-être encore mieux préserver ses réserves de glycogène. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler dans cet épisode, mais pour les auditeurs qui sont intéressés, j'ai déjà rédigé un article vulgarisé sur l'entraînement de l'intestin avec une revue de littérature qui était sortie il y a quelques temps, donc vous pouvez aller le consulter. Et il y aura un épisode, un de ces 4 qui sortira dessus, mais là, je pense qu'aujourd'hui, on va sauter ce point qui mériterait un épisode à lui tout seul. Il y a une question que je voudrais te poser qui concerne le rôle des électrolytes à l'effort. Actuellement, c'est beaucoup la mode, on en entend parler dans tous les sens. Je pense qu'une des dernières choses qui en a fait parler dans le trail, c'est Zach Miller qui est arrivé l'an dernier et on lui a dit comment t'as fait pour faire un meilleur temps que jamais. Il a dit j'ai jamais consommé autant d'électrolytes de ma vie sur toute la course. Donc forcément, tu te dis si je veux performer, il me faut des électrolytes. Est-ce que toi, tu as des infos à nous donner sur l'importance de consommer... Alors, dans les électrolytes, il y en a 3-4 qui sont souvent discutés. Il y a sodium, potassium, magnésium. J'ai l'impression qu'ils reviennent souvent. Peut-être que j'en oublie. Est-ce que toi, tu as des infos à nous donner sur les électrolytes? Est-ce que parmi ces 3-là, il y en a des plus importants? Qu'est-ce qu'on sait? Sodium, potassium, magnésium, ils sont importants pour la contraction musculaire, nous avons. Le sodium, il est important également pour favoriser la rétention de l'eau. Il y a des pompes à sodium. Entre le compartiment intra et extracellulaire, ça peut permettre le passage de l'eau dans les cellules ou à l'inverse, en dehors des cellules, en fonction de nos besoins, si on est déshydraté ou pas. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais oui, ces électrolytes sont importants, c'est des minéraux. Ils sont importants. De là à se complémenter en électrolytes, c'est une autre histoire. Un petit peu comme pour les vitamines et les minéraux, du coup, c'est aussi des minéraux. On en parlait des complémentations. Il y a peu d'évidence, il y a très très peu d'évidence qui nous disent qu'il faut se complémenter en électrolytes. Honnêtement, qu'on a beau chercher et recreuser la littérature, on trouve pas. Notamment pour le sodium, il y a très peu d'évidence sur le sodium et nous, on a tendance notre message du moment, c'est plutôt, on a tendance à se dire, on a suffisamment de sodium dans notre organisme pour puiser dedans. Et notre alimentation générale nous donne suffisamment de sodium au quotidien sans avoir à s'embêter à en apporter, à en rajouter à sa boisson. On en est là parce qu'on n'a pas d'évidence en fait. Il y a des études qui ont essayé de compléments de sodium et versus placebo, etc. Et sans différence significative en fait. Donc voilà, on se questionne beaucoup, mais pour moi, il n'y a pas d'intérêt à rajouter du sodium à tout prix. On ne sait pas également quel est est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on se dit on perd beaucoup de sodium? Il est où ce seuil? Est-ce que c'est 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes perdus? Je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai mené des études dans le football, rien à voir avec le sport d'endurance, mais pour vous donner une idée, dans le football, dans une équipe, 25 choix, réalisant la même séance d'entraînement, en conditions chaudes et en conditions froides. On a testé différents environnements. Et parmi une même équipe, dans les mêmes conditions, même entraînement, on avait des différences entre 1 et 4,5 grammes de sodium perdu dans une séance, en 1 heure et demie.
C'est énorme. Donc c'est très individuel en fait. Donc à partir de ça, on s'est dit, ah oui, peut-être que ceux qui perdent beaucoup, on devrait changer la composition de leur boisson. Mais après, on se pose la question, combien est-ce qu'on va mettre de sel? On ne peut pas mettre 4 grammes, ça va être de l'eau de mer. Ça va être très difficile à boire. Donc ce sont toujours des questions vraiment ouvertes. On n'a pas les réponses. Il se trouve qu'il y a du sodium, des électrolytes dans toutes les boissons. Il y a des électrolytes dans l'eau du robinet, dans les eaux minérales, il y en a un peu plus. En revanche, de combien on a besoin exactement, ça reste une question ouverte, hein, j'ai pas la réponse. Je regardais dans la bouteille de Rosana qui est à côté de moi, il y a 500 mg de sodium par litre, donc ça fait déjà un apport en fait si j'en bois une, mais c'est vrai que c'est une vraie question et je pense que aussi la question vient du fait que quand on transpire, on a des traces blanches sur le corps et on se dit bah ça c'est du sel que j'ai perdu donc il faut que j'en rajoute. Alors ça c'est typique, ouais. J'ai plein de sportifs qui me disent certains sportifs ils sont recouverts de sel, est-ce que c'est parce qu'ils se complémentent beaucoup en sel avant? Non, on sait pas. C'est très individuel cette perte de sel, c'est impossible à dire. Et je me souviens aussi d'une étude menée sur les crampes dans le cadre du trail où les crampes ont été parfois attribuées à des pertes en électrolytes éventuelles, etc. Et ils avaient, en tout cas, l'étude avait montré qu'ils avaient les mêmes concentrations d'électrolytes à la fin en prise de sang, donc en sanguin, peut-être pas dans la sueur, mais c'est encore d'autres questions. Mais qu'en sanguin, ils avaient les mêmes concentrations d'électrolytes entre ceux qui avaient crampé et ceux qui n'avaient pas crampé, qui disaient bon bah c'est encore une évidence qui questionne quoi. Exactement, on se questionne beaucoup sur ça, ce sont des questions très pratiques. À l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas assez d'évidence solide qui suggère une complémentation en électrolytes. Alors nous, par exemple, dans le cadre du cyclisme, on le fait un petit peu une fois de plus de manière préventive. En récup, typiquement, en récup, on va consommer des eaux minérales. Alors pour les contenus en bicarbonate aussi, qui va permettre de tamponner l'acidité plus vite, ça a été montré. En revanche, pour le côté sodium, magnésium, potassium, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, moi, je vois quasiment jamais de carence en sodium, magnésium, potassium chez le sportif. Quasiment jamais. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils mangent déjà bien, ils boivent suffisamment, ou est-ce que c'est parce que finalement, tout va bien, on en a assez dans l'organisme, dans l'alimentation, et ça sert à rien de s'en préoccuper. Donc en fait, je reprends l'exemple. Là, cet épisode n'est pas sponsorisé par Rosana, je le précise dès maintenant. Je suis en train de boire une bouteille de Rosana qui contient un peu de magnésium, du sodium, etc., du bicarbonate à fond. C'est un exemple de quelque chose que je pourrais consommer quand je finis un entraînement. C'est une bonne idée d'en boire une bouteille? Oui, clairement, ouais, c'est bien. Donc plutôt, bicarbonate, c'est pas mal pour la récup. Ça, pour le coup, on a un peu d'évidence. Tu peux nous expliquer pourquoi rapidement? Parce que je t'ai pas demandé en fait. Bicarbonate, ça va permettre de tamponner l'acidité produite à l'effort, donc un pH sanguin qui va retourner aux valeurs de base de manière un petit peu plus rapide. On va neutraliser en quelque sorte l'acidité. C'est des petits protons H+, qui se baladent, qui ont été créés à l'effort, qui sont souvent associés au lactate. Et donc on va faciliter leur élimination. On va les neutraliser beaucoup plus vite. Donc il y a un vrai intérêt en effet, surtout quand on enchaîne les efforts. Si le lendemain c'est repos, c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas ça peut favoriser également une réhydratation volontaire. C'est un bon choix. J'ai deux encore petites questions à te poser dans cette partie-là. Je pense que la prochaine va être... tu as déjà presque répondu, mais je te propose de te la poser quand même. Est-ce qu'il est possible de manger trop en trail par exemple ou en ultra, d'apporter trop de nourriture par rapport à nos besoins? Honnêtement, je pense que c'est difficile de manger trop, parce que la dépense énergétique est quand même importante. Et on est limité en termes d'absorption, oxydation des glucides à l'effort, on l'a dit 90, peut-être jusqu'à 120 grammes par heure. Donc on est quand même limité. Après c'est clair que si on va si on court à une allure très très faible, et qu'on mange énormément, peut-être qu'on peut manger trop, mais je pense que c'est extrêmement rare, c'est quasi impossible de manger trop. Je pense aussi, mais c'est vrai que c'est une question, des fois on entend ça, 120 grammes, je vais pas manger 120 grammes de glucides par heure, et en fait, tu les crames largement en calories, quoi. Pas beaucoup en termes de calories, 120 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. C'est x4, je crois. Oui, c'est à peu près 4, ouais, donc on n'est même pas sur du 500 calories, en fait. Ouais, et 500 calories par heure, tu les fumes très vite. C'est pas beaucoup, une dépense énergétique moyenne en courant, en montagne, etc., ça va plutôt être entre 700 et 4000 kilocalories par heure. Ça peut aller très vite. Ça va dépendre de l'intensité, bien sûr. Hein. C'est une fourchette très vague. Hein. Mais ce sera supérieur. Dernier point que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode, c'est le rôle de la caféine. J'en ai un petit peu parlé dans l'article écrit. Ils en parlent un petit peu de Tiller et collaborateurs. La caféine, elle a l'air d'avoir des effets déjà en prise unique. Ça, c'est sûr. Donc, entre 3 et 6 mg par poids de corps, c'est ce qu'ils disaient, par kilo de poids de corps, c'est ce qu'ils disaient en tout cas ces auteurs. Tu as un effet d'amélioration de la performance. J'aimerais discuter avec toi c'est vraiment de la réflexion, hein, on n'a pas d'évidence dans les mains,
Comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'apport de caféine quand les courses durent plus longtemps? Par exemple, quand ça va durer 5 heures, 6 heures, 7 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures. Parce que on n'a pas grand-chose. Est-ce qu'il faut une prise, par exemple, selon toi? Est-ce qu'il faut une grosse prise à un moment et j'attends que ça fasse effet et au bout de 3-4 heures, j'en reprends? Est-ce qu'il faut plutôt des micro-doses régulières qui fait que ça va maintenir une dose de caféine dans le sang? Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette caféine sur du long? Il faut, je pense, il faut s'intéresser premièrement à la pharmacocinétique, en fait, c'est à l'assimilation de la caféine, en fait, combien de temps elle reste dans le sang et à quel moment la concentration est maximale après l'ingestion. Donc en fonction de ça, après on peut essayer de planifier une stratégie. Et donc on sait que la caféine, quand on l'ingère sous forme liquide, une boisson par exemple, ou un gel peut-être semi-liquide, la concentration pique dans le sang, elle intervient à peu près 1 heure après ingestion. Et la demi-vie de la caféine va être à peu près 6 heures. Donc 6 heures après, on aura la moitié de la concentration. Et elle va rester dans le sang à peu près 12 heures, avec une diminution progressive. Donc ça va vraiment dépendre de la stratégie aussi de course par rapport à ça, sachant ça. Est-ce qu'il y a un moment dans la course, un moment clé, où il va falloir peut-être être en meilleure disposition, avoir un regain d'énergie pour faire en sorte que ça se passe mieux à ce moment-là. Peut-être qu'il y a une montée de col à mi-course, et du coup, il faudra peut-être la prendre 1 heure avant le pied de ce col, pour être sûr que ça se passe bien. Donc on peut optimiser de cette manière. Ou alors, si on veut un effet sur toute la course, on va plutôt devoir prendre la caféine 1 heure avant, 1 heure avant la course, pour avoir un effet dès le départ de la course. Et si c'est une course très longue, de plus de 6 heures, il faudra prévoir un autre apport quelques heures après l'ingestion, peut-être au bout de 4-5 heures, pour essayer d'avoir toujours le même effet, et plutôt un plateau de caféine dans le sang, une concentration qui perdure dans le sang, pour faire en sorte que l'effet perdure durant toute la durée de l'épreuve. Donc là, il faut calculer un petit peu. Si je prends 3 mg par kilogramme 1 heure avant, je sais que 6 heures après, ça aura diminué de moitié. Donc peut-être que pour retourner aux valeurs de base, il faudrait que j'en reprenne peut-être 3-4 heures après, et en gros toutes les 3-4 heures, pour essayer de maintenir un plateau. Voilà, il faut calculer un petit peu. Parce qu'en fait, la caféine est tout aussi efficace par exemple sur ces 4-5 heures, elle perd pas en efficacité avant 6 heures. C'est ça en fait que tu nous disais? Non, ça va agir de la même manière. Alors idéalement, ça agit le plus quand on est avec une concentration pic, la concentration est la plus élevée. Après, 6 heures après, ça veut pas dire que ça agit plus, mais la concentration, elle est juste réduite de moitié, donc on peut se dire que ça agira moins. Néanmoins, les effets sont exactement les mêmes. C'est juste, voilà, si on recherche un effet optimal, il va falloir quand même garder une certaine concentration. Et cette concentration, elle est quand même assez élevée. Et je donnais un exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête sur lequel tu pourras peut-être rebondir. Les Tiller Real, ils disaient par exemple, il faut en prendre autour du milieu de la course. Et je me disais, mais en fait, ça va dépendre de ta course parce que tu prends l'exemple de la TDS ou de la Saint-Élion. La TDS de l'UTMB, elle part à 23 heures, si je dis pas de bêtises. Tu vas peut-être vouloir prendre de la caféine au départ parce que tu sais que tu commences par la nuit. Et c'est là où ça va être le plus difficile de gérer. Et quand le jour va se lever, ça ira mieux. Ça dépend vraiment de la stratégie de la course. En effet, l'heure de départ peut influencer ce choix. Ouais, ça dépend. Est-ce qu'on veut faire un départ rapide aussi? Ou est-ce qu'on se dit non, je pars tranquille? Est-ce qu'on veut plutôt avoir un effet sur la fin? Un effet sur toute la course? C'est des questions à se poser. Et bien sûr, est-ce qu'on tolère bien aussi la caféine? La caféine, c'est pas pour tout le monde. Les réponses sont très individuelles. Julien, on a pareil, là je pense qu'on a déjà fait un bon tour sur l'alimentation à l'effort. Je te remercie encore une fois. Durant le premier échange qu'on a eu ensemble sur l'épisode de l'alimentation au quotidien, tu nous avais dit qu'on pouvait te suivre sur Twitter et LinkedIn, donc je remettrai ces liens en description de l'épisode. Toi et moi, on va avoir encore un petit moment d'échange pour les abonnés Patreon qui suit, mais déjà moi, au nom de tous les auditeurs, je te remercie beaucoup pour ton temps et tes réponses. Avec plaisir, j'espère que ça aura été utile. Ouais, j'en doute pas. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce dont votre métabolisme a besoin pendant une course ou un entraînement de trail, d'ultra trail ou de running, et surtout comment satisfaire ses besoins. Encore une fois, j'ai trouvé cet échange avec Julien Louis passionnant. Ses grandes expériences scientifiques et de terrain sont précieuses et m'ont beaucoup apporté. Mon alimentation va certainement changer sur mes courses à venir et je suis certain qu'il en est de même pour vous.
N'hésitez pas à suivre Julien sur ses différents réseaux, les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans données à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.